Bonjour les amis. Alors, petite intervention en urgence. J'ai embauché notre ami Hervé, notre guitare héros habituel, parce que ça bouge, semble-t-il, pas mal sur le front en Ukraine. Il y a semble-t-il, un mouvement important, j'ai pas dit une offensive, un mouvement important qui concerne la région de Kharkov, et j'ai pensé peut-être intéressant et utile de voir si ce qu'il en était, quoi, et de demander son avis à Hervé. Donc c'est très improvisé. Hein, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des sautes ou si on bafouille. Hein, on a pris la décision il y a peu de temps parce que Hervé va ensuite être absent quelques jours. Donc voilà, on va essayer de faire un point utile parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, sur les réseaux, beaucoup d'analyses, beaucoup d'opinions. Essayons d'y voir un peu plus clair. Je te passe la parole, Hervé. Oui, bonjour à tous. Donc, on va essayer de prendre quand même un peu de hauteur sur le plan stratégique, puisque cette guerre, elle est suivie depuis le début de manière presque compulsive à partir de vidéos TikTok avec des commentaires presque quotidiens sur les plateaux télé et notamment sur la chaîne LCI. Et il ne faut jamais oublier que derrière toute opération militaire, il y a un plan. Il y a un plan. Et il est évident qu'il faut chercher à définir et deviner les stratégies qui sont à l'œuvre derrière ces plans. Donc, je vais partager mon écran. Tu m'as donné la possibilité ou pas? Ah, peut-être pas. Alors, j'en profite pendant que je. Alors, hop, 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 option de partage d'écran, partager l'écran, tac. Si je fais ça, non, ah non, ça c'est moi qui dois partager l'écran. Euh, Décidément. Option de partage d'écran. Plusieurs participants. Voilà, j'ai passé la main à Hervé. Oui, j'ajoute que on a un groupe de travail avec l'ami Alexandre Robert, malgré le décalage horaire, et donc on lui a indiqué que ce qu'on avait lancé un peu à l'arrache, que s'il voulait y intervenir et participer, il serait le bienvenu. Donc on aura peut-être la bonne surprise de le voir arriver, mais ça n'est pas sûr. Donc, les diapositives qu'on va vous présenter, en fait, ce sont des diapositives et une réflexion que l'on avait conduite en novembre 2023 à l'issue de l'échec de l'offensive ukrainienne d'été, hein, qui s'est terminée quasiment en octobre. Les dernières opérations s'étaient terminées en octobre. Comme je le disais, ne jamais oublier le fait que les Russes ont annexé les oblasts, hein, qui apparaissent en rouge sur la carte. Et les parties qui sont en rouge sur la carte sont les parties qui, actuellement, ou ont été évacuées par les Russes eh bien, à l'issue du retrait de Kherson, avec cette traversée du Dniepr, qui est en fait une manœuvre magistrale et qui aurait dû conduire les Ukrainiens et les Occidentaux à se méfier de l'armée russe, parce que lorsque des armées sont capables de conduire des opérations aussi complexes au plan opératif pour évacuer et faire traverser 20 000 hommes entre la rive ouest du Dniepr et vers la rive est du Dniepr et sous la pression de l'ennemi, puisque les forces ukrainiennes étaient exercer une pression sur le rideau de protection de troupes à l'époque, il faut se méfier d'une armée qui est capable de conduire des opérations aussi complexes. Et je pense même d'ailleurs que ce retrait des forces russes de la partie ouest de l'oblast de Kherson, c'est une des manœuvres, voire la manœuvre qui est le tournant de cette guerre, puisque en sauvant ces 20 000 troupes qui étaient des troupes, pour la plupart des troupes d'élite, d'ailleurs, des troupes parachutistes, les Russes ont peut-être évité une défaite cuisante sur ce théâtre-là, cette partie du front. En tous les cas, pour en revenir aux objectifs stratégiques des Russes actuellement, un minima, ça va être de reconquérir les oblasts qu'ils ont annexés. Alors là, on voit que les limites administratives des oblasts qu'ils ont annexés, mais sur un plan stratégique, il faudra trouvent des limites qui soient défendables et marquées sur le plan géographique, en général des cours d'eau. Donc, les offensives qui sont, à mon sens, en cours en ce moment s'inscrivent dans un plan complexe, hein, qui a été établi, hein, et qui a débuté très probablement avec le retrait de Kherson, la traversée du Dniepr, la construction de la ligne Surovikin, la bataille de Bakhmut, et ensuite, bien sûr, les dernières batailles comme celle d'Avika et le succès défensif des Russes sur la zone de Zaporizhzhia. Donc, Je bien voudrais faire, sûr, excuse-moi Hervé, oui.
petite incise juridique, il faut bien qu'il y en ait un peu de temps en temps. Les oblasts qu'on voit en rouge, ce sont les limites administratives. Et ce que tu dis, toi, limites administratives, rappelons que les oblasts ont été intégrés au territoire de la Fédération de Russie. Donc, de par la Constitution aujourd'hui, ce sont des terres sanctuarisées. Bien. Donc, ce que tu dis, c'est que ces limites sur le plan militaire ne permettraient peut-être pas une défense efficace et par conséquent, les Russes peuvent avoir l'intention d'étendre ces limites. Ça a d'ores et déjà été annexé, mais là, ils iraient au-delà hein, de cette Oui, annexion. alors, On pense au Golan ouais. avec Israël. L'annexion du Golan était une annexion visant à assurer la sécurité d'Israël, même si après ils en ont fait une colonie. Ouais. Oui, ou au-delà ou en deçà. En tous les cas, en cherchant à s'adosser sur des limites géographiques qui peuvent être des frontières naturelles. Bon, globalement, en général, des fleuves ou des rivières. Hein. C'est comme ça, je pense qu'il faut penser les gains territoriaux probablement futurs ou hypothétiquement futurs des Russes vis-à-vis du Donbass Nord hein, et des oblasts qu'ils ont annexés. Alors, il ne faut jamais oublier que dès le départ, comme on l'avait dit en novembre 2023, il y a une notion qui a bloqué les belligérants pendant très longtemps, c'est l'hypersurveillance du champ de bataille. Et cette hypersurveillance du champ de bataille, les Russes, pour la contourner, ont déclenché une stratégie d'attrition à partir de novembre 2022 avec des points forts comme la bataille de Bakhmut, comme le système défensif de la ligne Surovikin et bien sûr la bataille d'Avdiivka de manière à épuiser les forces ukrainiennes sur le plan des matériels, mais surtout sur le plan des effectifs. Et c'est là très certainement le centre de gravité ukrainien le plus fragilisé et le plus fragile. Et bien sûr, assécher également l'aide occidentale, puisque les Occidentaux sont capables de déployer des ressources financières même si c'est parfois avec du retard, notamment pour les États-Unis, mais la difficulté, c'est de transformer ces ressources financières en matériel et en munitions, et surtout les amener à bon port et au plus près de la ligne de front, là où les forces armées ukrainiennes sont en mesure de les utiliser pour contrer les avancées russes. En fait, le but de la stratégie d'attrition pour les Russes, c'est bien sûr, vous voyez ce que l'on fait, parce que vous arrivez à avoir du renseignement par vos drones de surveillance, mais également par les moyens satellitaires de l'OTAN, mais vous n'êtes plus incapable d'agir contre ce que l'on fait, c'est-à-dire de nous frapper ou alors de mettre en place des manœuvres pour contrer nos actions. Et c'est un petit peu déjà ce qui se passe sur le front de Kharkiv, qui s'est réveillé dernièrement, il y a à peu près 2 jours, mais également sur tous les autres fronts où la pression russe s'exerce. Bien souvent, les Ukrainiens voient ce que font les Russes, mais ils ne sont plus en capacité, par manque de munitions et par manque d'effectifs, d'agir contre les opérations russes. Alors on était depuis, on va dire, la conquête d'Avdiivka sur des avancées tactiques, mais quand même assez importantes, puisqu'on était sur des élongations de l'ordre de 20 km, notamment à l'ouest d'Avdiivka. Sur Chassivyar, il y a des opérations d'investigation qui continuent. Hein, et pour l'instant, les Russes ont réussi à s'approcher de Chassivyar par la partie enterrée du canal de Donetsk, la rivière Donetsk, mais également sur le front de Kupiansk, il y a également quelques avancées modestes. Et maintenant, depuis 2 jours, bien sûr, s'est réveillé à la frontière de l'oblast de Belgorod une offensive russe, alors que certains cherchent à qualifier d'offensive limitée ou de reconnaissance offensive, sachant qu'une reconnaissance offensive, c'est un premier échelon qui va chercher à trouver des failles dans le dispositif adverse de manière à engager un deuxième échelon. Globalement, c'est ça une reconnaissance offensive, ce n'est pas une manœuvre in fine, il y aura forcément quelque chose derrière. Alors, je tiens quand même à rappeler cette notion stratégique qui est importante, c'est la notion des centres de gravité. Et quand on voit les centres de gravité des belligérants actuels, même si les Russes sont sous pression sur la mer Noire et sur la péninsule de Crimée, on n'est pas sur un théâtre des opérations qui est majeur dans cette guerre. Le théâtre des opérations qui est majeur dans cette guerre, c'est bien le théâtre d'opérations terrestres. Et sur ce théâtre-là, les Ukrainiens sont en très grande difficulté en raison des problèmes d'effectifs,
des problèmes également qui sont liés à une baisse de morale, hein, de toute façon, dans la population et d'une manière générale. Ça fait 2 ans que l'Ukraine est dans une situation quasiment de guerre totale. Et bien sûr, avec un appui occidental qui, même s'il continue, a du mal à satisfaire aux besoins de l'armée ukrainienne. Alors, très rapidement, sur les rapports, les différents rapports de force qui sont à l'œuvre, que ce soit le rapport des forces, le rapport des feux, le rapport de la guerre électronique, le rapport de la puissance navale et le rapport des forces aériennes, on voit très clairement que la Russie est en supériorité dans au moins 3 rapports, qu'il y a un équilibre sur le rapport en mer, puisque les Ukrainiens arrivent à gêner la flotte de la mer Noire dans ces opérations, hein. D'ailleurs, la flotte de la mer Noire s'est réfugiée sur le port de Novorossiysk. Et sur le rapport des forces aériennes, bien entendu, il y a une très très nette supériorité des forces aériennes russes qui a accentué maintenant l'utilisation de nouveaux moyens comme les bombes planantes de 500, 1500 kg et voire peut-être bientôt 3000 kg. Alors, pour en revenir à ce qui se passe, hein, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'opération militaire sans plan, hein, et le premier des plans, c'est forcément un plan stratégique. Alors, je ne sais pas si les Ukrainiens ont développé des plans de ce type-là, mais ça me paraît incontournable. Et du moins, les états-majors otaniens ont dû les appuyer en ce sens. Et je pense que le plan actuel, ce serait pour les Ukrainiens une stratégie défensive sur le plan terrestre, en attendant peut-être la capacité de passer à l'offensive en 2025, mais bien sûr, de continuer la pression sur la Crimée et puis sur la flotte de la mer Noire, puisque d'une certaine manière, c'est le front sur lequel ils ont les meilleurs résultats. Et sans pour autant hypothéquer leur centre de gravité le plus affaibli, c'est-à-dire leurs effectifs, qui est vraiment pour eux un nœud gordien sur le plan de la conduite de cette guerre. Alors, en tout cas, une grande vulnérabilité, une grande source de fragilité. Alors, essayons d'imaginer quel pourrait être le plan stratégique russe. Ce plan stratégique russe va bien sûr, à minima, chercher à conquérir les oblasts qui ont été annexés en faisant un effort dans un premier temps sur le Donbass, avec 2 axes qui pourraient se matérialiser, un vers Kharkiv, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont chercher à ce moment-là à conquérir Kharkiv, mais plutôt à peut-être arrêter leur offensive sur la rivière Donetsk en attendant de varianter certainement pour faire un assaut par le nord de l'oblast de la zone de Kupiansk, hein, et peut-être à partir de Chavsiv-Yar également remonter par le sud vers Kupiansk, de manière à éviter ce franchissement de la rivière Oskol à partir de l'ouest, qui est extrêmement difficile pour les forces russes, puisque les Ukrainiens, à partir de la ville de Kupiansk, sont sur un promontoire, donc ils tiennent les hauts, eux sont sur les bas, donc ça sera extrêmement difficile pour eux, pour les forces russes, de traverser de vive force, sans perte importante, cette zone-là. Alors, ce que l'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a globalement une attrition des forces ukrainiennes qui se poursuit et qui a du mal à être contrée, même par l'arrivée de matériel ou de munitions occidentales, pour l'instant. Donc cette opération de Kharkov pourrait s'inscrire dans cette phase de conquête du Donbass avec 2 axes d'effort, un vers Kharkov, mais qui ensuite pourrait être orienté dans le sens nord-sud, et ensuite un axe vers Kramatorsk qui pourrait être orienté ensuite dans le sens sud-nord. Une fois cette conquête du Donbass et cette sécurisation du Donbass assurée, eh bien, il ne serait pas étonnant d'assister à une deuxième phase de cette manœuvre avec une poussée sur Zaporizhzhia après la réduction du saillant de Robotyne, de manière à reconquérir l'oblast de Kherson, la partie qui a été abandonnée en novembre 2022, avec peut-être comme premier objectif intermédiaire Mykolaïev, et sait-on jamais, si les forces ukrainiennes sont vraiment affaiblies, une tentative de saisir d'Odessa. Mais on est vraiment là sur des opérations qui sont extrêmement complexes. Il demanderait l'engagement d'énormément de moyens de la part des Russes. Je ne suis pas certain, notamment pour la conquête d'Odessa, qu'ils en aient les moyens actuellement. Et puis, quid de la réaction des Occidentaux dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas imaginer un État ukrainien viable sans la ville d'Odessa. Donc ça, c'est une première hypothèse. Peut-être, après avoir reconquéri
la partie abandonnée de l'oblast de Kherson peut-être à ce moment-là également s'arrêter à ses limites et poursuivre, pourquoi pas, l'offensive sur Kharkiv. Voilà globalement comment on pourrait imaginer euh, euh, le plan russe. Alors, je ne cherche pas à me mettre dans la tête de l'état-major russe, mais il faut toujours imaginer de la manière dont pourrait agir l'adversaire. Et dans ce cadre-là, il est fort probable que l'effort, par contre, se situerait sur Zaporizhzhia, puisqu'il y a d'énormes enjeux sur cette zone-là, notamment la sécurisation de la centrale d'Energodar, qui est de temps en temps menacée par les Ukrainiens, de manière sporadique, car je pense que les Américains leur ont donné des consignes de modération sur cette installation. Alors, Donc voilà, ouais. j'ai une question concernant les trois offensives. On a les trois flèches pleines, les trois flèches rouges. On est à 1 mois et demi du 80e anniversaire de Bagration. C'était là aussi trois offensives coordonnées dans le cadre d'un plan général. Alors, c'est pas du tout à la même échelle, hein, Non. évidemment. Simplement, je trouve ça très, très intéressant. Alors, je te pose une première question. J'ai vu passer énormément de commentaires sur la poussée sur Kharkov. Est-ce que dans l'analyse que tu fais, où tu dis que c'est peut-être le déclenchement d'un plan plus large, est-ce que ce qui est mobilisé, les forces qui sont mobilisées, l'effort qui est, semble-t-il, en route sur Kharkov, serait compatible avec cette description, avec un tel plan? En fait, le problème, c'est qu'on n'a aucune idée des réserves. C'est la grande question que je pose d'ailleurs dans cette diapositive. C'est quid des réserves opératives côté russe, hein. Et la même question, c'est celle des effectifs chez les Ukrainiens. Malheureusement, on a une petite idée en ce moment parce qu'ils sont en grande difficulté là-dessus. Mais vraiment, la question, c'est quelles sont les réserves opératives des Russes, puisqu'ils ont quand même recruté en 2023 450 000 recrues, des volontaires. Ils sont à peu près à 200 000 nouvelles recrues recrutées depuis le début de l'année 2024, sachant qu'ils ont un taux de perte, contrairement à ce qui est dit je parle de morts, le nombre de morts, hein, sur les plateaux télévision, où certains n'hésitent pas à parler de 20 000 pertes pour les Russes sur la bataille d'Avdiivka, ce qui est complètement inconcevable, dans la mesure où les 20 000 hommes, c'était les forces qui étaient engagées sur la bataille d'Avdiivka par les Russes. Donc, ce n'était pas possible qu'ils aient un tel taux de perte. Et s'ils avaient eu un tel taux de perte, tout simplement, l'offensive se serait arrêtée. Et puis, il est inconcevable de penser qu'une armée qui a une telle puissance de feu, aussi bien en artillerie qu'en aviation, ne l'utilise pas justement pour tout simplement utiliser de manière modérée ses effectifs. D'autant que pour le pouvoir russe actuellement, l'assentiment social à la guerre repose en partie sur des pertes qui sont acceptables, hein, même si elles sont importantes, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais et surtout de manière à également à préserver l'économie, de manière à ce que le peuple ne souffre pas de cette guerre sur le plan de la production de biens manufacturiers. Ce qui explique d'ailleurs, comme l'a déjà expliqué Jacques Sapir, que l'économie russe n'est pas une économie de guerre. C'est une économie qui est en guerre dans la mesure où le complexe militaro-industriel a augmenté ses cadences et a développé ses capacités de production, mais la production de biens manufacturés continue, bien sûr. Donc, on est sur des appréciations qui sont quand même beaucoup plus modérées et mesurées de l'effort de guerre russe actuel, que ce soit sur le plan industriel, mais également sur le plan humain. Parce que l'armée russe actuelle, ce n'est pas l'armée de Staline, hein. Je parle notamment de l'armée qui est engagée en Ukraine, c'est au maximum 600 000 hommes. Alors, c'est un chiffre bien sûr qui est hypothétique parce qu'on en revient à cette question qui est fondamentale, c'est quid des réserves russes. Et donc la question que tu poses, c'est qu'en est-il des réserves en fait, hein. Est-ce qu'ils sont capables d'engager, après avoir engagé 50 000 hommes sur Kharkiv de manière à faire une offensive limitée, de faire la même chose après sur une autre direction, par exemple dans la direction de Kramatorsk, et marquer un effort sur la région de Zaporizhzhia en engageant par exemple 100 000 hommes. Donc, tu vois, c'est ça le sujet. Et ensuite, quels sont les deuxièmes échelons derrière qui pourront exploiter de manière opérative les poussées s'il y en a, sachant que les Russes vont être quand même très très prudents
sur le plan des poussées, parce que c'est un petit peu les manœuvres qu'ils avaient mis en place au début de cette guerre, notamment au sud sur Kherson et au nord sur Kiev, mais également sur Kharkov. Ils avaient atteint la banlieue de Kharkov, mais avec des effectifs beaucoup plus limités. Ils avaient dû se retirer ensuite. C'était des manœuvres avec des grandes colonnes de chars qui s'enfonçaient profondément dans le dispositif ukrainien. Et ça avait été assez coûteux pour eux, notamment au nord, dans le secteur de Kiev, puisque les Ukrainiens avaient été formés par les Otaniens à des tactiques d'embuscade, hein, notamment à partir de missiles anti-chars, basés sur l'infanterie ukrainienne qui avait remarquablement manœuvré à ce moment-là et qui avait infligé de nombreuses pertes aux Russes. D'ailleurs, lorsqu'on regarde l'évolution des pertes russes d'après le média Mediazona, qui est le média de l'opposition russe, eh bien, on voit, alors, évidemment, on peut gloser sur les chiffres, hein, mais en tous les cas, on voit les évolutions en fonction des phases importantes de la guerre. Et actuellement, on voit qu'on est sur les taux de perte les plus faibles depuis le début de la guerre, ce qui montre bien que la supériorité des feux et le problème de munitions que rencontrent les Ukrainiens a une incidence très claire sur les pertes russes. Donc, Donc, si je te comprends bien, alors il y aurait le fait qu'il y aurait 50 000 hommes, c'est très hypothétique, ouais, engagés dans l'opération Kharkov, ce qui serait donc une opération conséquente, et que une des solutions, y compris pour mener des offensives selon l'éventuel plan que tu nous décris, des 3 offensives, la solution pour contrer l'hypersurveillance du front serait l'attrition, c'est-à-dire d'avoir en face une armée qui soit affaiblie et très désorganisée. ben, c'est le but en fait que recherchent les Russes et d'une certaine manière, on fait beaucoup de parallèles bien sûr avec des batailles sur le front est de la Première Guerre mondiale avec cette référence à l'offensive Broussilov de temps en temps, l'offensive Bagration durant la Deuxième Guerre mondiale, mais on peut également se rappeler de l'effondrement de l'armée allemande en 1918 après la dernière offensive de l'armée allemande en 1918 et la poussée ensuite des Alliés avec une armée allemande qui s'est délitée par épuisement moral, par épuisement des effectifs, une nation qui était fatiguée. Et une des hypothèses qui pourrait arriver, ce serait cet épuisement global moral de la nation ukrainienne, avec cette difficulté à recruter du combattant. Et quand je parle du combattant, c'est du fantassin pour occuper les positions. Parce que le problème actuel de l'armée ukrainienne, ce n'est pas un problème d'artilleurs, ce n'est pas un problème de pilote de drone, ce n'est pas un problème de logisticien ou de cavaliers, c'est-à-dire de personnel armant des blindés, armant les chars, c'est un problème de fantassins. Parce que le taux de perte dans l'infanterie, dans l'armée ukrainienne, est sans commune mesure avec la supériorité des feux des Russes. Hein. Il faut imaginer, là, sur l'offensive de Kharkiv, actuellement, les Russes ont utilisé à nouveau des bombes planantes de 1500 kg. Il faut imaginer ce type de bombes qui arrivent sur des fortifications qui sont relativement sommaires, puisqu'apparemment, et ça ressort des propos notamment des députés de la Rada ukrainienne, apparemment, il n'y a rien de comparable à la ligne Surovikin qui a été mis en place par les forces armées ukrainiennes. Hein, pour différentes raisons. Hein. Peut-être les ordres ont été donnés trop tard, peut-être qu'il y a eu de la prévarication entre ce qui était demandé et puis les entreprises qui ont commencé à faire les travaux. Mais il est fort possible d'ailleurs que la poussée à l'ouest d'Avdiivka se poursuive de manière beaucoup plus aisée pour les Russes à l'issue de la conquête des derniers bastions, puisque jusque dans les 20 à 30 kilomètres qui suivront, il est fort probable qu'il n'y ait pas de ligne tenable pour les forces armées ukrainiennes capables d'arrêter les Russes ou de les freiner. Alors, je crois que je te remercie hein, parce que c'était important d'avoir cet éclairage sur les 2 positions. Oui, c'est le début de l'offensive. Non, c'est pas grand-chose. Hein. J'ai vu passer ça. Donc, Ouais. alors, concernant Odessa,
C'est une drôle de question parce que, alors j'entends beaucoup, du côté des contacts que je peux avoir en Russie sur le fait que Odessa est russe, que dans l'opinion russe, c'est quelque chose de très important. Simplement, il y a 2 considérations à prendre en compte. La première, c'est que, prendre Odessa serait un boulot sur le plan militaire tout à fait considérable. Enfin, ce serait quelque chose de lourd avec, des pertes probables importantes. Et puis, il y a la question de la position occidentale. Alors, les rodomontades d'Emmanuel Macron, qui a pointé Odessa comme une ligne rouge, si jamais les Russes s'en approchaient ou voulaient la conquérir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut arriver, sachant quand même que pour l'Ukraine, la perte d'Odessa serait la coupure vis-à-vis de la mer Noire, quoi. C'est un pays qui serait enclavé et qui n'aurait plus d'accès à la mer, ce qui aurait des conséquences tout à fait considérable. Bon, cela étant, je pense que l'avenir de ce pays est déjà assez largement obéré, que ce soit sur le plan démographique, le plan économique, alors bon, le plan militaire, on en a déjà suffisamment parlé. Malheureusement, je crois que ce pays sortira exsangue de cette guerre quand elle s'arrêtera, parce qu'elle va bien finir par s'arrêter. Ouais. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que la guerre ne se soit pas arrêtée par des négociations en mars-avril 2022, parce qu'il y avait une forme de match nul sur le plan militaire, dans la mesure où les Ukrainiens avaient une victoire défensive sur la partie nord de Kiev, et que les Russes étaient allés jusqu'aux limites de Mykolaïev sur la partie sud. Donc ils n'avaient pas encore pris Mariupol à ce moment-là, on n'était pas encore sur la bataille de Mariupol, et il y avait une forme d'équilibre stratégique et plutôt euh, une, une remarquable victoire défensive des Ukrainiens, notamment au nord, hein, par rapport au pronostic même des Occidentaux au départ. Le problème, c'est qu'en poursuivant le conflit, les Russes qui étaient partis sur une stratégie, on va dire, à but limité avec des forces limitées, ont basculé vers une stratégie beaucoup plus globale, et notamment cette stratégie d'attrition qui s'est mise en œuvre dès novembre 2022. Quand on y pense, l'incroyable responsabilité des Britanniques en particulier, des Occidentaux qui ont poussé, avec Boris Johnson, qui ont poussé les Ukrainiens et Zelensky à refuser un accord qui finalement permettait une solution, permettait de garantir les aspirations à la sécurité de part et d'autre, avec effectivement des compromis tout à fait acceptables. C'est terrible cette responsabilité qui a été prise par les Occidentaux, relayée par nos experts de plateau qui passent leur temps encore aujourd'hui à jouer les va-t-en-guerre et à envoyer les malheureux Ukrainiens à la mort. Moi, ça, c'est quelque chose, depuis le début, Ouais. qui me scandalise et j'espère qu'un jour, on pourra faire les comptes de tout ça. Et ça procède aussi d'une sous-estimation de ce qu'étaient les Russes, d'une arrogance assez extraordinaire. Quand je pense que Bruno Le Maire, qui est ridicule à vie pour sa menace d'effondrer l'économie russe, il y a quelques semaines, il est venu dire je persiste et signe. Alors que non seulement l'économie russe, Jacques Sapir nous l'a montré, va bien, non seulement, tu viens de le dire, elle n'est pas en économie de guerre, c'est une économie qui fait la guerre, et également, il semble qu'il se passe pas mal de choses. Alors, les partenariats avec les pays des BRICS, la réorganisation qui avait été initiée depuis maintenant 20 ans porte ses fruits, puis la préparation aux sanctions. La préparation aux sanctions, il y avait eu le préalable de 2014, les sanctions après l'annexion de la Crimée, ont amené finalement enfin, la sous-estimation de cette situation, le mépris vis-à-vis des Russes a joué un rôle catastrophique pour les pauvres Ukrainiens qui ont accepté ce discours et accepté de jouer ce rôle. Enfin bon, on aura peut-être l'occasion Ouais. de demander des comptes à ceux qui sont à l'origine de cette catastrophe. Il y a deux choses en fait, et c'est là où j'en veux à ce qu'on appelle les généraux de plateau ou les militaires de plateau, tous ces officiers. Alors certains sont brevetés de l'école de guerre ou d'autres non, mais la plupart de ceux qui sont brevetés de l'école de guerre ont fait des travaux de planification. Et dès que l'on parle de travaux de planification, c'est pour ça que je me remets sur cette diapositive qui parle de centre de gravité, eh bien on travaille au plan stratégique sur les centres de gravité de l'adversaire, et de moins pour les agresser de la manière la plus efficace possible. Donc s'ils avaient appliqué, ou s'ils avaient voulu appliquer
ce qu'ils avaient appris et ce qu'ils avaient pratiqué, ils auraient dû partir des centres de gravité de chaque belligérant, de chercher à les imaginer. Et à partir de là, ils auraient construit une vraie réflexion stratégique et ils auraient pu suivre le combat, les combats, les batailles, les opérations de cette guerre sans commenter benoîtement des images TikTok d'un char qui brûle, de soldats qui se font malheureusement tuer par des drones FPV et de chercher à en tirer des conclusions. Ils n'ont amené aucun savoir, ils n'ont amené aucune intelligence aux spectateurs ni aux journalistes dans leur connaissance de la pratique, de la planification et donc d'une certaine manière de l'art des opérations et de l'art de la guerre. Alors, dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est parue, qui a été pilotée par Xavier Moreau et où Sylvain Ferrat intervient. Il y a un parallèle qui est très intéressant. Elle est parue sur RT, il me semble. Hein. Elle est visible sur Odyssée. Il y a un parallèle très intéressant entre cette guerre de 2024 et la situation du front à l'Est en 1944, avec ce parallèle avec les grandes offensives russes, notamment les trois axes d'efforts d'opération dont tu parlais, de l'offensive Bagration, avec une intervention très intéressante de Sylvain Ferreira. Maintenant, je voudrais quand même amener un bémol. Les Russes pratiquent l'art opératif, mais il ne faut pas imaginer que côté occidental, notamment dans l'OTAN, il y ait un niveau tactique, un niveau stratégique, il n'y ait pas de niveau opératif ou opérationnel. Ils appellent ça opérationnel en anglo-saxon, mais c'est un niveau opératif. Parce qu'à partir du moment où, dans les états-majors otaniens, et notamment l'état-major même des armées, actuellement en France, on commence à planifier une opération militaire, on va partir des centres de gravité de l'adversaire, on va le découper en points chaque centre de gravité en points décisifs, et à partir de ces points décisifs, on va décrire des lignes d'opération qui sont très typiquement des lignes d'opération au plan stratégique et ensuite qui vont être déclinées au plan opératif pour la conduite des opérations. Donc il y a un art opératif, une conduite opérative de la manœuvre et des opérations militaires également dans l'OTAN. La seule différence avec l'art opératif russe, c'est que cet art opératif otanien est beaucoup basé sur l'utilisation des feux, notamment de la puissance aérienne et des feux dans la profondeur. D'où d'ailleurs tous ces moyens qui sont développés par les Américains, comme les attaques MS qui ont été actuellement livrées ou qui sont promis d'être livrées en grande quantité aux Ukrainiens. Et c'est d'ailleurs la conduite de la guerre du Golfe, je dis bien la première guerre du Golfe, avec cette grande manœuvre opérative qui a conduit à l'encerclement et à la destruction des armées irakiennes. L'armée irakienne n'est pas un adversaire de la même pointure, bien sûr, que l'armée russe. Mais dire que les Occidentaux ne pratiquent pas une conduite opérative des opérations militaires, c'est faux. Il y a une pratique opérative. Alors, je voudrais répondre à ça. Ce que dit Sylvain, c'est que la façon dont la Deuxième Guerre mondiale a été, je veux dire, travaillée par les théoriciens, par les penseurs, a été particulière dans la mesure où il n'est pas le seul à le dire, dans la mesure où l'histoire militaire a été écrite par les vaincus. Pour la première fois dans l'histoire, ce ne sont pas les vainqueurs qui ont raconté cette histoire, qui l'ont écrite, ce sont les vaincus, et ce sont donc les officiers allemands, dans le sillage de l'Idelart. Moi, j'ai à peu près tous ces bouquins ici, et on voit bien la fascination, et je me rappelle même sur le plan familial ce que mon père disait. Il était fasciné par l'art militaire allemand. Donc, il y a eu, semble-t-il, une sous-estimation de ce qu'était l'art militaire soviétique d'abord, russe ensuite. C'est David Glantz, le colonel américain, qui l'a redécouvert. C'est chez nous Jean Lopez qui a fait un travail de vulgarisation tout à fait remarquable sur cette question. Mais ce que dit Sylvain, c'est que malheureusement, ça a laissé exister un sentiment de supériorité et peut-être une erreur concernant l'expérience militaire acquise par les armées occidentales depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce que en dehors de la guerre de Corée, où on va quand même rappeler que c'est une défaite
de l'armée américaine contre l'armée chinoise. Après que, alors c'était assez particulier après l'histoire du réservoir de Chausin, mais après les autres guerres qui ont été menées, que ce soit la France en Indochine, alors je parle même pas de l'Algérie, ou que ce soit la guerre du Vietnam, et après les guerres au Moyen-Orient ou en Afghanistan, n'avaient rien à voir avec ce qui les attendait en Europe centrale. Donc il y a eu, ce sont des professionnels. Tu as tout à fait raison, qui travaillent la question des opérations, heureusement, avec peut-être un handicap, c'est que ils sont dans des systèmes politiques où effectivement le politique, alors je vais mettre des guillemets démocratique, est extrêmement soumis à l'opinion publique, aux échéances électorales, et on le voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, et ce qui fait que le personnel politique, lui, étant très faible, ça, alors là, en Occident, quand on parle d'idiocratie, je suis pas loin d'être convaincu, ce personnel fait pression sur les militaires. C'est lui qui décide les allocations de budget, c'est lui qui prend les décisions sur proposition, bien évidemment. Hein, on pense au CMI aux États-Unis, mais ça constitue, ce poids du politique constitue peut-être un handicap. Je ne pense pas que Boris Johnson, avant d'aller faire le zigoto à Kiev, ait longuement discuté et étudié les aspects militaires de la question. Ça m'étonnerait. Je Le, pense qu'il est le- allé travailler quelque chose de politique. le problème, on va dire, d'une démocratie par rapport à un régime autoritaire, on va dire, c'est compliqué quand même de parler régime autoritaire, parce que même quand on s'intéresse à ces régimes-là, il y a toujours une forme de démocratie et de participation, même dans les régimes les plus autoritaires et qui pourraient paraître les plus totalitaires. Alors, je mets de côté la Corée du Nord, mais quand on s'intéresse à la Chine, on sait très bien qu'il y a des échelons de démocratie au sein de la République populaire de Chine. Donc, c'est toujours difficile de juger les choses vues de l'extérieur. Mais il y a une chose qui est importante en politique, on va dire, sur le modèle de la démocratie libérale, c'est la communication. Et la communication, en fait, des politiques, c'est rapidement un piège de la manière dont ils peuvent l'utiliser. Et le problème, c'est que lorsqu'il y a un dirigeant qui, sur le plan stratégique, communique avec une intention qui est martelée ou répétée, c'est le cas du président Macron avec ses annonces sur l'envoi de troupes au sol, il est évident que derrière, pour les militaires, c'est une vraie gageure, parce que le militaire, il attend un état final recherché politique qui doit lui être donné par le pouvoir politique. Et à partir de là, un état final recherché atteignable par rapport aux moyens qui peuvent être mobilisés sur le plan militaire. Sachant que, in fine, il n'y aura pas qu'une solution militaire à la guerre, sauf s'il y a vraiment une capitulation sans condition de l'adversaire. À partir de cet état final recherché politique, le militaire, c'est-à-dire avant d'entamer sa planification, va déterminer un état final recherché militaire, stratégique, qui va devoir être validé et expliqué aux politiques. Et à partir de là, il va lancer son travail de planification. À partir des annonces du président Macron sur l'envoi de troupes au sol, qui sont vraiment des annonces, je me demande comment à l'EMA ils peuvent travailler sur de telles annonces. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a une très très bonne vidéo d'analyse factuelle et rationnelle des annonces du président Macron sur l'envoi probable ou possible ou hypothétique de troupes au sol, de troupes au sol, des troupes constituées, je dirais, des régiments, des bataillons, pourquoi pas une brigade française sur le sol ukrainien, qui a été faite par A.T.E. Chouette, qui est un ex-pilote de Rafale, dont je suis souvent les analyses, parce qu'il est très, très factuel et très méthodique dans ses analyses. Et elle est très intéressante, puisqu'on voit que chaque fois, si jamais ça se passe, sur les hypothèses paroxystiques maximales, hein, comme par exemple mettre un rideau de troupes françaises sur la frontière biélorusse, on s'aperçoit qu'on arrive à des circonstances liées aux règles d'engagement qui sont très problématiques. En fait. Donc, c'est la difficulté. C'est la difficulté, d'une certaine manière, peut-être d'éducation du politique à la stratégie, ou de certains politiques à la stratégie.
hein, ce qui n'est peut-être pas le cas dans certaines nations. Je n'ai pas l'impression que les Américains, les hommes politiques et les femmes politiques américaines n'aient pas une culture stratégique, dans la mesure où ils ont une vision géopolitique du rôle des États-Unis dans le monde. Il suffit très clairement de lire les publications américaines pour connaître cette vision géopolitique. Les Russes ont une vision géopolitique, les Chinois ont une vision géopolitique, nous, la France, alors évidemment, tous les 5 ans, il y a le livre blanc de la défense, mais j'ai du mal à voir quelle est la vision géopolitique et stratégique de la France en ce moment, notamment dans le cadre du conflit ukrainien. Et ne parlons même pas de cette pauvre Union européenne qui court après la stratégie tout simplement US, hein, qui elle, par contre, est très clairement énoncée dans sa volonté d'affaiblir la Russie, mais également de contenir ou oui, de mettre en difficulté la Chine euh, à terme, notamment sur le sujet de Taïwan. Ok, eh ben écoute Hervé, merci pour toutes ces précisions. On va rester très attentif à ce qui est en train de se passer. On va voir si les Russes ont déclenché l'opération Bagration low cost, hein, parce que c'est pas du tout à l'échelle, c'est évident, puisque c'est pas du tout les mêmes conditions de combat technologiques pour commencer avec cette hypersurveillance du front. On va rester extrêmement attentif, et ce le temps que tout ça a des conséquences extrêmement importantes sur la vie de nos pays. Bon, on traverse un moment historique particulier, on n'est pas nécessairement du bon côté de l'histoire, donc restons attentifs. Voilà, eh bien écoutez, merci de votre attention, puis à très très bientôt. Au revoir.